Aujourd'hui, on plonge dans un mal très moderne, qui n'existait pas il y a 200 ans et qui explose depuis 10 ans. Et deux médecines traditionnelles savent apaiser facilement. À la fin de cet épisode, tu sauras d'où vient le syndrome du dimanche soir, pourquoi il ne fait qu'empirer, et tu repartiras avec 3 gestes concrets venus de la médecine chinoise et de l'Ayurveda pour le traverser autrement. Je m'appelle Poirava, je suis sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins. Chaque semaine, je t'apprends ce qu'on a essayé de nous faire oublier pour être plus sereine, alignée et vivante. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Alors, je t'invite à s'installer, respire et on y va. Il est dimanche, 18h. Quelque chose en toi se met à tirer doucement, une boule au ventre, une tension dans la mâchoire, cette petite voix dans ta tête qui commence à lister tout ce qui t'attend demain. Et oui, je sais que tu connais ça. Rassure-toi, ce n'est pas un manque de discipline ni un défaut d'organisation. Ce n'est pas non plus le signe qu'il faut que tu changes de travail, que tu fasses plus de sport ou que tu sois plus zen, mais c'est un signal. Le signal d'un corps qui essaie de te dire quelque chose que personne ne t'a appris à entendre. D'abord, mettons une chose au clair. Tu n'es pas la seule. La majorité d'entre nous le ressentons. En 2018, une étude de LinkedIn a révélé que 76% d'entre nous ressentons une anxiété montante le dimanche soir. Et ce chiffre n'a fait qu'augmenter et passer à 80% en 2024, notamment chez les millennials et la génération Z. Cette anxiété, on l'a appelée les Sunday Scaries en anglais, le frisson du dimanche. Et elle se manifeste de 1000 façons. Insomnie, difficulté d'endormissement, tension digestive, irritabilité avec ce qu'on aime, scrolling compulsif sur le téléphone, ou même de sentiments d'urgence diffuse pour des choses dont on n'arrive même pas à se souvenir. Mais ce ressenti n'est pas qu'individuel, et il a un coût visible, mesurable et collectif. En France, le lundi à lui seul représente entre 25 et 30% des arrêts hebdomadaires. Et chez les actifs de moins de 30 ans, 41% se sont déjà mis en arrêt pour cause d'anxiété professionnelle. Ça, c'est le baromètre empreinte humaine qui le dit. Encore plus parlant, une étude européenne, toujours en 2023, a montré qu'il y a 20% d'infarctus du myocarde en plus le lundi matin, comparé aux autres jours de la semaine. Tu fais donc partie d'un phénomène de société, et ce phénomène a une histoire. Et oui, car il faut le dire, le syndrome du dimanche soir n'a pas toujours existé. Jusqu'au XVIIIe siècle, le rythme du travail dans nos sociétés agricoles et artisanales suivait la lumière du soleil et des phases lunaires, des saisons, de la météo, des fêtes religieuses. Le travail n'était pas un bloc séparé de la vie. Il y avait des jours intenses, des jours plus doux, tout ça en fonction des semaines de moisson et des semaines de silence, et le corps n'avait pas anticipé un saut dans le vide chaque dimanche soir, parce qu'il n'y avait pas de saut. Il y avait une continuité liée à l'énergie naturelle du moment. Puis vient la révolution industrielle, et à partir de 1830 en Europe, les usines imposent un horaire fixe, totalement déconnecté des cycles naturels. On entre à 6 heures, on sort à 18 heures, 6 jours sur 7, et là apparaît l'expression le Blue Monday, le lundi triste, le jour où le corps refuse, où on reste au lit, où on boit la veille pour pouvoir tenir. En 1926, Henry Ford, le constructeur automobile américain, met en place la semaine de 5 jours travaillés et 2 jours de repos, le week-end. Et là apparaît, du coup, un bloc séparé, la cassure dimanche-lundi. En 1936, la France suit avec le Front populaire, avec l'arrivée des congés payés, la semaine de 40 heures. La frontière entre le travail et la vie privée se rigidifie, et le seuil entre les deux devient anxiogène à traverser. L'anxiété du dimanche devient importante à partir de 2008, juste après la crise financière, et elle a été multipliée par 5 entre 2014 et 2024, l'effet après Covid. Alors, pourquoi cette explosion récente ? D'abord l'hyperconnexion, le mail de vendredi 22h, le téléphone qui vibre le samedi midi pendant le déjeuner familial, le groupe WhatsApp du travail qui ne dort jamais. Ensuite, le télétravail post-2020,
La frontière physique entre la maison et le bureau a disparu, et quand il n'y a plus de seuil physique, le corps ne sait plus qu'il a le droit de s'arrêter. Il y a aussi la charge mentale. 71% de la charge mentale du foyer est portée par les femmes. Cette charge-là, elle ne prend pas de week-end, donc tu n'as jamais vraiment fini ta semaine. Tu n'as jamais vraiment commencé ton repos. Et puis, il y a la précarité perçue, la peur de ne pas tenir, le sentiment qu'il faut performer en permanence, même quand on dort. Tu vois, là, tu n'es pas en train de vivre un défaut personnel, mais plutôt en train de vivre l'expression personnelle d'un rythme collectif qui n'a jamais été conçu pour le corps humain, et encore moins pour le corps féminin. Maintenant, regardons ce qui se passe précisément quand cette anxiété monte. Il y a une molécule qui s'invite à la fête, le cortisol. C'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone de la mobilisation. Et le dimanche après-midi, ton cerveau, par anticipation, commence à en produire pour te préparer à la décharge du lundi matin. Le pire, c'est vraiment le lundi matin, car une chercheuse, Kunz Egbrecht, a monté en 2004 que la sécrétion du cortisol au réveil le lundi est en moyenne 30% plus élevée que les autres jours. Ton corps se lève déjà épuisé, déjà sur les nerfs, déjà en train de courir. Et il y a aussi la variabilité cardiaque, la capacité de ton cœur à adapter son rythme. C'est un indicateur clé de la souplesse de ton système nerveux. Et elle chute le dimanche soir. Ton corps perd littéralement sa capacité à s'adapter. Dans tout ça, il y a un organe en première ligne. Un organe que la médecine occidentale connaît bien pour son rôle de métabolisation du cortisol et qu'une autre médecine, à plus de 5000 km de chez nous, a placé au cœur de l'anxiété il y a 3000 ans. Cet organe, c'est le foie. Et c'est là qu'on entre dans le cœur de cet épisode. Parce que deux grandes médecines ancestrales, la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, ont identifié chacune de leur côté le circuit foie, anxiété, sommeil, bien avant que la science moderne ne le nomme, et elles ont mis au point des remèdes que la recherche actuelle valide. En médecine chinoise, le foie gouverne la libre circulation du qi, l'énergie vitale. Quand il fonctionne bien, tu te sens fluide, clair, capable de projeter sereinement dans demain, alors que quand il est en surcharge, par le stress, l'alcool, la colère retenue, les contrariétés, il se met à stagner. Et cette stagnation se manifeste exactement par les symptômes du dimanche soir. Irritabilité, rumination, insomnie, problèmes d'endormissement, tension dans les épaules et la nuque. Et il y a aussi un autre détail magnifique. Le méridien du maître du cœur, celui qui protège ton cœur émotionnel, est actif de 19h à 21h. C'est la fenêtre exacte où l'anxiété du dimanche monte le plus. Et ce n'est pas un hasard, c'est le moment où ton corps t'invite à poser ce qui pèse. Je vais te parler de 5 remèdes différents. Le premier, le point Taichung, qu'on appelle aussi x3. Tu le trouves entre le gros orteil et le deuxième orteil, dans le petit creux qui se forme à environ 2 cm au-dessus de la jonction. Le dimanche, entre 19h et 21h, masse-le pendant 1 minute par pied, fermement. C'est un point connu pour apaiser la stagnation du foie. Et ce n'est pas seulement de la sagesse ancienne, puisqu'en 2013, une étude a montré que la stimulation de ce point précis réduit significativement le niveau d'anxiété subjective et fait baisser le cortisol salivaire mesuré. Deuxième remède, la tisane apaise-foie. Un mélange simple, racines de pissenlit, fleurs de chrysanthème, feuilles de mélisse. Tu infuses 7 minutes. Tu bois lentement en regardant la lumière baisser. La mélisse en particulier a fait l'objet d'une méta-analyse en 2021 et sa consommation régulière sur 15 jours réduit mesurablement l'anxiété, avec un effet comparable à certains anxiolytiques doux, mais surtout sans les effets secondaires. À l'époque du Moyen-Âge, les religieuses l'appelaient l'herbe de la sérénité. Donc, j'ai envie de te dire que là, on est dans le thème. Passons maintenant en Inde. En Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, l'anxiété anticipatoire porte un nom. C'est un déséquilibre de Vata, le dosha de l'air et du mouvement. Quand Vata est en excès,
Les pensées tournent en boucle, les mains et les pieds deviennent froids, le sommeil devient léger et le corps se sent comme tiré dans tous les sens. Et il y a un moment précis où va-t-elle le plus vulnérable. C'est le samedi du soir, la jonction entre le jour et la nuit, c'est-à-dire au coucher du soleil. Troisième remède, l'abhyanga des pieds à l'huile de sésame tiède. Tu fais tiédir une cuillère à soupe d'huile de sésame entre tes mains et tu masses tes pieds pendant 5 minutes, juste avant de te coucher. Les orteils, la voûte, le talon, sans précipitation. Ce que les femmes indiennes font à leurs enfants depuis des générations apaise mesurablement les adultes que nous sommes devenus. Quatrième remède, le Golden Milk du dimanche soir. Une tasse de lait végétal tiède, du lait d'amande, du lait de coco ou d'avoine, une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de cardamome, une pincée de poivre noir qui multiplie par 20 l'assimilation de la curcumine. Tu bois ça 1 heure avant le coucher. La curcumine est un principe actif du curcuma et il a fait l'objet d'un essai clinique. Les chercheurs ont observé qu'un effet anxiolytique comparable à de faibles doses d'antidépresseurs sans les effets secondaires, soit 3000 ans de tradition validée en laboratoire. Cinquième remède, la respiration alternée. Alors là, écoute-moi bien. Tu t'assois confortablement. Tu bouges ta narine droite avec ton pouce. Tu inspires par la narine gauche, lentement. Tu bouches la narine gauche avec ton annulaire et tu expires par la droite. Tu inspires par la droite, tu bouches la droite, tu expires par la gauche et ainsi de suite pendant 5 minutes. C'est une pratique millénaire du yoga. Une seule séance de Nadi Shodhana, je ne sais pas si je l'ai bien dit, augmente la variabilité cardiaque, donc active immédiatement le système parasympathique, celui de la détente et de la digestion, en une seule séance. Est-ce que tu vois le fil? Ces deux médecines qui ne se sont jamais consultées ont identifié les mêmes leviers, apaiser le foie, calmer le système nerveux, et la science moderne avec ses appareils et ses échantillons de salive ne fait que valider ce que des traditions transmettent depuis 3000 ans. Maintenant, je sais ce que tu peux te dire. C'est joli tout ça, mais je vais en faire quoi moi chaque dimanche? Et tu as raison, on ne te demande pas de tout faire. La sagesse justement, c'est de choisir. Donc, choisis 2 gestes maximum et tiens les 3 dimanches d'affilée. Voici éventuellement 3 combinaisons possibles selon ton humeur et ta forme. Le combo apaisant. Le point Taichung, massé pendant 1 minute par pied, pendant que ta tisane mélisse pissenlit infuse. 7 minutes en tout. C'est le rituel parfait si tu te sens irrité, tendu ou agité. Le combo enracinant. La Bhyanga des pieds à l'huile de sésame, suivi de 5 minutes de Nadi Shodhana dans ton lit. 10 minutes en tout. C'est le rituel parfait si tu te sens dispersé, tête en l'air, avec les pensées qui tournent. Le geste minimal. Si vraiment tu n'as que 5 minutes, Nadi Shodhana seul, dans le lit, juste avant de fermer les yeux. C'est le rituel parfait pour les dimanches où tu rentres tard. Fais-le pendant 3 dimanches. C'est le délai dont a besoin ton système nerveux pour apprendre un nouveau signal. Au bout de 3 dimanches, ton corps sait que ce moment existe. Au bout de 3 dimanches, l'anxiété d'anticipation commence à se déplacer. Ce qui va se passer alors, c'est ceci. Le dimanche soir, cesse d'être une falaise au bord de laquelle tu tiens en équilibre. Il redevient un seuil, un passage doux d'une phase à l'autre. Le lundi matin n'est plus un saut dans le vide. Il devient une marche posée, prise après un repos honoré. Mais plus profondément, il se passe autre chose. Tu commences à réintroduire dans ta vie un savoir que la modernité a oublié, mais que le corps, lui, n'a jamais cessé de chercher. Tu commences à honorer le fait que tu es un être cyclique dans un monde linéaire, que tu n'es pas une machine, que tu n'as pas apporté sans pause,
le rythme d'une époque qui n'a pas été pensée pour toi. Tu n'es pas faible, tu n'es pas mal organisé et tu n'es pas en retard non plus. Tu vis dans un rythme qui n'a pas été conçu pour ton corps de femme. Et tu commences, geste après geste, dimanche après dimanche, à le réajuster. C'est ça, vivre au rythme du vivant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast pour ne pas manquer la suite. Un nouvel épisode chaque semaine et un flash astro toutes les 2 semaines. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras en description le guide PDF des cycles que j'ai préparé pour toi. Partage cet épisode à une femme dans ta vie qui en a besoin, parce que nous sommes plus fortes quand nous nous transmettons ces connaissances. Je te dis à bientôt et en attendant, prends soin de ton rythme.